Ma femme était déjà plongée dans son projet spécial depuis 4 mois. Ce n'était pas uniquement son projet, cependant, elle en était la chef de file, responsable de son succès final. Ce projet particulier avait été conçu pour sauver son entreprise, Bixley Enterprises. Les 4 mois précédents s'étaient avérés difficiles, lui demandant des heures supplémentaires. Son succès était vital, à la fois pour sa carrière personnelle et pour la survie même de l'entreprise. En effet, il existait une réelle possibilité que Bixley Enterprises fasse faillite si le projet n'aboutissait pas à une conclusion réussie. Sarah avait obtenu sa licence à Albright, puis son MBA à Wharton. Au sein de notre famille, elle était indéniablement la plus diplômée. À l'inverse, j'ai commencé ma carrière en tant que mécanicien immédiatement après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires. 21 ans plus tard, j'étais toujours mécanicien, une profession que j'appréciais et qui me procurait un revenu respectable. Il était suffisant pour financer les études universitaires de Sarah et élever nos 2 enfants. Bien que nous ne menions pas un style de vie extravagant, nous vivions certainement confortablement. Maintenant que les enfants étaient grands et indépendants, et avec nos revenus combinés, nous nous en sortions très bien. Sarah est tombée enceinte à peine 3 mois après notre mariage, alors qu'elle avait 18 ans. Pendant les premières années de notre mariage, nous avons vécu chez mes parents, qui possédaient une maison spacieuse et largement inoccupée. Mes 4 frères et sœurs ayant déjà déménagé, nous avions en fait une baby-sitter à domicile pendant que Sarah terminait les premières années de ses études universitaires. En raison de 2 grossesses, son diplôme de 4 ans a nécessité 6 ans pour être complété. C'était ardu, mais elle a persévéré. J'ai conservé un emploi stable et j'ai toujours trouvé des opportunités d'heures supplémentaires lorsque le besoin s'en faisait sentir. Après l'obtention du diplôme de Sarah à Wharton, nous avons loué notre propre appartement. Elle a reçu des offres d'emploi de nombreuses grandes entreprises, chacune nécessitant un déménagement. Bien que j'étais d'accord avec cette idée, Sarah préférait rester près de chez elle. C'était la principale raison pour laquelle elle a choisi de travailler chez Bixley Enterprises. La rémunération était attrayante, mais plus important encore, il lui offrait une réelle responsabilité et de nombreuses opportunités d'avancement. Sarah était une employée assidue et dévouée. La présentation était prévue pour jeudi à l'hôtel Radisson de Philadelphie. J'ai demandé quelques jours de congé pour l'aider, si nécessaire. En fin de compte, ma contribution s'est limitée à lui préparer des repas à son retour à la maison. Je connaissais peu sa vie professionnelle et je ne désirais pas particulièrement acquérir de telles connaissances. Les affaires des entreprises de haut niveau m'attiraient peu. Des représentants commerciaux arrivaient d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud. L'entreprise prenait en charge leurs billets d'avion et leur fournissait un hébergement au Radisson pendant leur séjour. La dépense était considérable, et d'après certaines remarques que Sarah avait faites, l'entreprise surestimait peut-être sa stabilité financière. Sa présentation revêt une immense importance pour elle, l'entreprise est plus de 200 employés. Jusqu'à mardi soir, tout s'est bien déroulé. Sarah est rentrée à la maison vêtue d'un nouvel ensemble, un tailleur gris associé à un chemisier blanc. Elle a méticuleusement rangé tout ce dont elle avait besoin sur le lit de la chambre d'amis. Bien qu'elle fasse preuve de normalité dans les affaires domestiques, elle était exceptionnellement méticuleuse en ce qui concerne sa vie professionnelle. J'ai remis en question la nécessité d'emballer sa lingerie élaborée, mais je me suis abstenu de tout commentaire. En plus de sa tenue de présentation, elle avait choisi plusieurs robes de cocktail élégantes pour les événements sociaux prévus avant et après la conférence. J'avais généralement évité de tels rassemblements, mais je me suis senti obligé de l'accompagner si elle désirait ma présence. Elle a exprimé sa gratitude pour cette offre, mais m'a assuré que ce n'était pas nécessaire. Tout le matériel et l'équipement essentiel ont été soigneusement emballés dans le coffre de sa Volvo. Avant de quitter le travail, elle a personnellement conduit la voiture pour s'assurer qu'elle était en parfait état de marche. Elle avait toute la journée de mercredi pour se préparer et la soirée pour socialiser avec les invités. Sarah possédait des compétences tellement exceptionnelles dans son domaine que j'ai cru bon de rester discret. Finalement, elle a terminé ses préparatifs, vérifiant et revérifiant méticuleusement chaque détail. Il ne restait plus qu'une douche chaude et une nuit de sommeil réparatrice. Peut-être que mon erreur a été de décider d'examiner ses affaires après qu'elle ait commencé sa douche. Je pensais être utile, mais cela s'est avéré tout le contraire. J'étais en train de réorganiser ses affaires sur le lit quand une petite enveloppe blanche a glissé de la poche latérale de sa trousse de maquillage. L'enveloppe portait le nom d'une pharmacie, mais pas la nôtre. À l'intérieur, il y avait 10 comprimés. Je ne connaissais pas Previn, et les instructions semblaient déroutantes.
prendre un comprimé dès que possible et le deuxième 12 heures plus tard. Au départ, j'avais supposé qu'il pouvait s'agir de médicaments contre l'anxiété ou la nervosité, mais les instructions ne correspondaient pas à cette hypothèse. L'ordonnance était à son nom. Le lundi, j'ai discrètement remis l'enveloppe à sa place, pendant qu'elle finissait de prendre sa douche. J'ai décidé d'en apprendre davantage sur Previn avant de la confronter. Bien sûr, en parler impliquerait d'admettre que j'avais fouillé dans ses affaires personnelles. Je déteste les dilemmes. Pendant que Sarah se préparait à se coucher, j'ai accédé à l'ordinateur de la maison et j'ai entré Previn dans la barre de recherche. 10 minutes plus tard, j'ai rejoint ma femme sous les couvertures. J'ai passé toute la nuit éveillé, à me demander pourquoi ma femme avait une ordonnance pour une pilule du lendemain, surtout si l'on considère que j'avais subi une vasectomie 10 ans auparavant. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, sans être reposé. Je suis parti faire une longue promenade, dans l'espoir de me vider l'esprit. J'hésitais à rentrer à la maison, appréhendant mes actions ou mes paroles potentielles à mon arrivée. Mon fils, Josh, s'était engagé dans la marine après le lycée et était actuellement en première année, en poste à San Diego. Notre fille, Gloria, avait épousé son amour d'enfance l'année précédente et avait récemment déménagé à Dallas. Il ne restait donc plus que Sarah et moi. Nos enfants me manquaient, mais j'attendais avec impatience de vieillir aux côtés de ma femme. Elle avait toujours été la seule femme à susciter véritablement mon intérêt. Et maintenant, tout sombrait dans le chaos. Si Sarah avait une liaison, elle la dissimulait habilement. Bien sûr, je ne l'avais jamais soumise à un examen minutieux. Je n'avais jamais examiné ses emails ou ses appels téléphoniques. Je n'avais aucune raison de le faire. Je n'avais aucun moyen de connaître ses activités pendant les heures de travail ou après. Je lui faisais une confiance totale. John, où diable étais-tu? Tu veux des œufs ou autre chose? Non, juste du café. Je n'étais pas particulièrement loquace. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, ce n'est que pour 3 jours. Tu peux venir si tu veux, mais tu vas t'ennuyer à mourir. Non, je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais je déteste te laisser seule. Je m'inquiète quand tu n'es pas là. C'est très gentil, chérie, mais tout ira bien. Je n'ai pas l'intention de quitter l'hôtel pendant tout ce temps. Je vais passer la majeure partie de la journée à m'assurer que la salle de conférence est prête. Et ce soir, je vais me mêler à nos clients potentiels. Demain, je n'aurai probablement même pas le temps d'aller aux toilettes. Je serai de retour à la maison dès que possible vendredi. Je te promets un week-end merveilleux, si tu vois ce que je veux dire. Tout cela semble bien, mais tu ne peux pas m'en vouloir de m'inquiéter. Je suis mécanicien, et j'ai une femme belle et prospère. J'ai parfois l'impression que tu es plus concentré sur l'avancement de ta carrière que sur notre vie ensemble. Arrête ça. Pour l'amour du ciel, John. J'ai toujours respecté la façon dont tu gagnes ta vie et je n'ai jamais suggéré le contraire. Tu as élevé 2 enfants merveilleux et tu m'as aidé à faire des études. Tu es un mari formidable, un père formidable et un bon pourvoyeur. Ne l'oublie jamais. J'ai fini mon café pendant qu'elle débarrassait la table. Tu veux que je t'appelle? Non, ce n'est pas une très bonne idée. Je vais éteindre mon téléphone portable. Et j'ai l'intention de débrancher le téléphone de l'hôtel la nuit pour pouvoir dormir un peu. Je t'appellerai dès que j'en aurai l'occasion. Je l'ai aidée à charger la voiture. Elle s'en est occupée avec la même méticulosité qu'elle appliquait à tout ce qui concernait son travail. Le trajet jusqu'à l'hôtel Radisson durerait environ 3 heures. Je suis resté sur le porche et je l'ai regardé partir. Je n'ai pas abordé le sujet des pilules. J'ai passé le reste de la matinée sur le porche. Je ne me souvenais pas avoir jamais ressenti une anxiété aussi profonde. Je me sentais insignifiant et dépassé, complètement hors de mon élément. Je n'étais qu'un homme d'une petite ville avec un travail ordinaire et une femme qui réussissait. C'était une union incongrue. J'aurais dû le reconnaître il y a longtemps. Je me sentais idiot. Le plus beau costume que je possédais se composait d'un blazer bleu et d'un pantalon. Au moins, j'avais quelques cravates, même si elles étaient démodées depuis 10 ans. Je venais de finir de m'habiller lorsque le téléphone fixe a sonné. « Salut, chérie. Je voulais juste te dire que je suis arrivé saine et sauve. » Tu es bien arrivé, j'imagine? La circulation n'était pas trop mauvaise. Tout va bien. Je t'appelle ce soir. Je dois y aller maintenant. Je suis dans la chambre 714. Sarah,
Je serai peut-être chez mes parents ou mon frère ce soir. Si tu as besoin de moi, appelle mon portable. D'accord? Je t'aime. Je dois y aller. J'ai conduit à Philadelphie à un rythme tranquille. Je ne me suis pas rendu directement au Radisson. Au lieu de cela, je me suis arrêté pour prendre un cheesesteak. La nuit s'annonçait longue. Je restais incertain quant à la marche à suivre. Je me suis garé dans le parking de l'hôtel et j'ai simplement attendu. Finalement, il faudrait que j'entre dans l'hôtel. Je n'arrivais tout simplement pas à me décider sur le moment. Un appel sur mon téléphone portable a motivé ma décision. John, je voulais juste te dire que tout est réglé. Je descends maintenant pour retrouver tout le monde pour le dîner. Tu n'as rien oublié, n'est-ce pas? Non, tout est parfait. J'ai tout installé dans ma chambre pour demain. Tu as besoin de quelque chose? Non, John, détends-toi. J'éteins mon téléphone maintenant. Je t'appellerai demain matin. D'accord. Amuse-toi bien. Ce n'est pas amusant, John. C'est du travail. Je ne semblais pas trop déplacé. Le hall, le restaurant et les espaces de conférence étaient remplis de gens, ce qui facilitait la discrétion. Une brochure soignée présentait le plan de toutes les installations de l'hôtel. J'irais de pièce en pièce, m'arrêtant près des murs et scrutant la foule. Je n'avais aucune idée de la façon dont je réagirais si Sarah me repérait. Je m'occuperais de cette situation si et quand elle se présenterait. J'ai localisé le tableau des événements répertoriant toutes les salles réservées par divers groupes. Bixley Enterprises n'avait aucune salle réservée pour le mercredi soir. Cela me parut étrange. Sarah avait déclaré son intention de rester à l'intérieur de l'hôtel, mais j'en étais maintenant moins certain. L'hôtel disposait de 3 salles à manger. Familiale, décontractée et gastronomique. Sarah avait peu d'inclination pour les dîners de style familial, j'ai donc commencé par la salle à manger décontractée. Il ne m'a fallu qu'environ 5 minutes pour confirmer qu'elle n'était pas présente. J'ai eu plus de succès dans la salle à manger gastronomique. C'était une alcôve douillette et minuscule nichée dans un coin, précisément le genre de table que les clients réservent pour un rendez-vous clandestin. Sarah était vêtue d'une robe de cocktail noire, dotée d'un décolleté plongeant et d'un collier de perles. Elle paraissait indéniablement élégante, un effet que son compagnon appréciait clairement. J'ai reconnu plusieurs des collègues de Sarah, mais ils n'en faisaient pas partie. Son visage possédait une familiarité insaisissable, mais j'avais du mal à le situer. Des sièges amples étaient disponibles, me permettant de traverser facilement la pièce. Sur chaque table reposait une bougie enfermée dans un petit support en verre. J'ai éteint la mienne, informant le serveur qu'elle aggravait mon glaucome. J'ai commandé un simple plat de poulet et me suis installé. Le serveur me resservait du café pour la 3e fois quand je suis intervenu. « Excusez-moi, ai-je commencé. L'homme à la table en face de moi me semble remarquablement familier. Connaissez-vous son identité? Bien sûr, vint la réponse. Il s'agit de Malcolm Eugene Fott. Il est membre du conseil municipal, et l'on s'attend généralement à ce qu'il se présente à un siège au Congrès dans les prochaines années. Est-ce sa femme qui l'accompagne? Elle est très séduisante. Non. C'est la première fois que je la vois en sa compagnie. Il utilise invariablement cette table particulière pour des dames spéciales, si vous comprenez ce que je veux dire. Je me suis simplement souri et j'ai demandé l'addition. Il m'a frappé que je n'avais jamais vu Sarah se comporter de manière aussi sensuelle autour d'un homme auparavant. Elle semblait suspendre à chacune de ses paroles comme s'il était une divinité. Il ne se livrait à rien d'ouvertement inconvenant, mais l'atmosphère n'était palpablement ni platonique ni professionnelle. Au moment où je suis parti, ils terminaient leur 2e bouteille de vin. Maintenant, je comprenais la raison pour laquelle elle avait emporté la lingerie sophistiquée. J'ai découvert une niche confortable dans un coin du hall, m'offrant un point de vue discret. Après une dizaine de minutes, ils sont sortis du restaurant. Elle a pris sa main alors qu'ils traversaient le hall en direction de l'ascenseur. J'ai scruté attentivement les indicateurs d'étage. Lorsque l'ascenseur s'est arrêté au 3e étage, j'ai éprouvé un sentiment de soulagement fugace. Cela suggérait qu'elle ne l'avait pas accompagné jusqu'à sa chambre. Cependant, ce soulagement s'est dissipé lorsqu'il n'est pas monté au 7e étage. Cela impliquait qu'elle l'avait accompagné dans sa chambre. Juste pour être certain, au cas où je me serais trompé, je suis resté dans le hall pendant 1 heure de plus, observant attentivement l'ascenseur. Les gens allaient et venaient, mais Sarah restait ostensiblement absente.
J'ai récupéré une valise vide dans mon véhicule et je me suis approché de la réception. Malgré que j'ai réussi à prouver mon statut marital, obtenir une carte magnétique s'est avéré difficile. Ils ont fini par céder après avoir contacté la chambre et n'avoir reçu aucune réponse. Enfin, j'étais en route pour la chambre 714, la carte magnétique fermement en main. Initialement, je me suis abstenu d'allumer les lumières. Je me suis simplement assis là dans l'obscurité pendant plus d'une heure. Il fallait peu de déduction pour conclure qu'elle ne reviendrait pas dans la chambre. J'ai commencé par emballer tous ses vêtements et effets personnels, ne laissant rien derrière moi. J'ai inspecté la boîte de Previn. Il restait 10 comprimés à l'intérieur. Sur la commode, méticuleusement disposée, se trouvaient tous les documents nécessaires à sa présentation du lendemain. J'ai commencé à remplir la valise. Il y avait 24 dossiers promotionnels reliés sur mesure, accompagnés de 20 autres dossiers simples. Tous ont été déposés dans la valise. Vint ensuite le projecteur numérique, suivi de son ordinateur portable. J'ai pris son sac à main et son téléphone portable, qu'elle avait tous deux laissés dans la chambre. Les seuls articles qu'elle avait emportés avec elle étaient une pochette et, vraisemblablement, un tube de rouge à lèvres. J'examinais la pièce avec la même méticulosité qu'elle aurait employée, m'assurant de n'avoir rien négligé. Une fois satisfait, je déposai ses clés de voiture et mon alliance sur la commode. Mis à part ces deux objets, la pièce était entièrement vide. L'ascenseur descendait directement au parking. Je n'eus aucune difficulté à gérer les deux valises, et en 20 minutes, je roulais vers le nord sur l'autoroute. L'heure était déjà passée de 3 heures du matin. J'avais à peine enregistré le passage du temps. Environ 2 heures plus tard, mon téléphone portable émit une sonnerie. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de l'hôtel Radisson. « John ? » ?»« Oui. »« Où es-tu ? » ?»« Je suis presque à la maison. » Ce furent mes seuls mots. Le silence imprégnait l'autre bout de la ligne. Les vendeurs adhèrent à un vieil adage, le premier qui parle perd. Il me sembla une éternité avant qu'elle ne finisse par dire « John, je suis tellement désolé. » Elle ne posa pas une seule question, se contentant de raccrocher. Je désactivai mon téléphone. Il était évident qu'elle était retournée dans sa chambre. Plus tard, ce jour-là, elle devait prononcer la présentation qui sauverait son entreprise et lui assurerait une promotion. Je rangeai les valises dans le grenier du garage. Sarah ne s'aventurait jamais là-haut et n'envisagerait jamais d'y chercher. Bien sûr, à ce moment-là, j'étais à peu près certain que cela n'avait plus d'importance. Tout d'abord, je rassemblais tous mes vêtements et affaires personnelles. La plupart des hommes possèdent leurs outils, les miens faisaient simplement partie du travail. Je m'arrêtai à l'atelier, les charger dans ma Subaru et récupérer mon dernier chèque de paie. À ce moment-là, les banques étaient ouvertes. J'estimais inutile de me livrer à une manipulation élaborée de l'argent ou des actifs. Je vidai simplement tous les comptes. Je déjeunais à Hagerstown, dans le Maryland. Je possédais suffisamment de fonds pour subsister pendant quelques années, mais je savais que je serais bientôt à la recherche d'un emploi. À cet égard, Sarah et moi étions pareils, nous prenions tous les deux plaisir à travailler. Elle allait me manquer. J'occupais 2 heures aux grottes de Luray et louai une chambre près de Whitville. Je n'avais aucun plan clair pour l'avenir. Le samedi, je me retrouvais assis à l'aquarium de Chattanooga, à observer la vie marine qui m'était auparavant inconnue. Je consacrai plusieurs heures à la détente et décidai que c'était un endroit approprié pour résider pendant un certain temps. J'achetai un abonnement annuel à l'aquarium, et à l'heure du dîner, j'avais trouvé un endroit où vivre, une petite caravane dans un parc. Elle était meublée et peu coûteuse. Je n'avais besoin de rien de plus. Le lundi matin, la première chose que je ferais serait de chercher un emploi. Un homme à tout faire qualifié peut invariablement trouver du travail, surtout s'il est disposé à travailler au noir. Je pouvais rester discret jusqu'au moment de renouveler mon permis de conduire ou l'immatriculation de mon véhicule. Je m'en occuperai le moment venu. Le dimanche après-midi, je contactai Gloria. Je me sentais obligé de lui expliquer le déroulement des événements, mais Sarah m'avait déjà précédé. Elle avait été très franche avec Gloria au sujet de la situation. Elle raconta qu'elle avait trompé, que je l'avais découverte, que j'étais parti, et qu'elle avait perdu son emploi. J'étais désolé qu'elle ait perdu son emploi, mais c'était le prix qu'elle était obligée de payer. Je demandai à Gloria d'informer Josh de la situation la prochaine fois qu'elle lui parlerait. Je l'informai également que j'appellerais environ une fois par mois pour m'enquérir de leur bien-être. Je m'abstins de divulguer mon emplacement.
Le lendemain à midi, j'avais déjà décroché un emploi. Il se trouvait, en fait, à quelques minutes de marche du parc de Caravanes, avec un Waffle House situé à peu près à mi-chemin. Que pouvait désirer de plus un homme? Je ne savais toujours pas comment il gérait les papiers, mais je gagnais $20 de l'heure, sans poser de questions. J'étais content, et ils étaient contents. Je n'aurais même pas besoin de puiser dans l'argent que j'avais emmené avec moi. Environ 2 mois plus tard, Gloria m'informa que Sarah avait quitté la maison et vivait chez ses parents. Gloria ne possédait que peu d'informations supplémentaires, mais exprima son plaisir que je me sois installé et que je prospère. Josh m'appela de San Diego uniquement pour annoncer qu'il partait en croisière. Il était technicien en avionique sur un porte-avions. Il essaya d'élucider ses fonctions réelles, mais cela dépassait ma compréhension. Je n'ai jamais eu une aptitude particulièrement technique. Tous les deux s'efforcèrent de ne rien dire de désobligeant sur leur mère, et j'appréciais cela. Par la suite, la vie s'installa dans une routine. Je commençai à parler avec Gloria au moins une fois par semaine, et Josh et moi commençâmes à échanger des courriels régulièrement. Gloria parlait fréquemment avec Sarah, mais elle déclara que sa mère mentionnait rarement ses activités ou ses allées et venues. Je n'ai jamais entamé de procédure de divorce, et apparemment, Sarah non plus. Je possédais un permis de conduire du Tennessee et des plaques d'immatriculation sur la Subaru. J'ai commencé à fréquenter un bar local 1 ou 2 fois par mois et j'ai même repris une activité sexuelle. 2 femmes, en alternance, sont devenues mes compagnes de nuit régulières. Elles ne cherchaient aucun engagement, et moi non plus. Cela semblait bien fonctionner pour toutes les parties concernées. La vie était belle. Le temps avait considérablement passé, et j'oubliais peu à peu Sarah. Finalement, la Subaru a commencé à avoir des problèmes mécaniques. J'avais perdu la notion de son âge. Elle avait accumulé plus de 300 000 kilomètres. Un soir, alors que je méditais sur cette question en buvant une bière, j'ai réalisé que près de 5 années s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la maison, période pendant laquelle j'avais maintenu un contact étroit avec mes 2 enfants. À ce moment-là, Gloria avait déjà eu 2 enfants et m'avait invité à lui rendre visite. Josh avait failli épouser une Thaïlandaise, mais avait annulé sa décision au dernier moment. Je travaillais généralement 6 jours par semaine et utilisais les dimanches pour me remettre de mes samedis soirs. Il n'y avait aucune raison valable pour que qui que ce soit frappe à la porte de ma caravane à 6 heures du matin un vendredi. Leur impolitesse a été récompensée par un homme à moitié nu ouvrant la porte. Un slip de jockey en plein jour, c'est un spectacle affligeant. Et à en juger par l'expression sur le visage de la dame à la porte, elle était d'accord avec mon évaluation. Elle a détourné le regard, bien que son compagnon semblât totalement imperturbable. Dans des circonstances normales, j'aurais enfilé un pantalon, mais les visiteurs arrivant si tôt le matin m'énervaient simplement. Nous cherchons John Terrell. Je ne vous connais pas. Je m'appelle David Simmons, et voici ma femme, Marcia. Nous avons un problème et nous espérons que vous pourrez nous aider. Je suis désolé, je ne fais pas de travail au noir. Si vous avez besoin de quelque chose pour votre voiture, vous devrez vous rendre à l'atelier. Cela a provoqué quelques regards vides, suivis d'une réponse. Cela n'a rien à voir avec votre travail, c'est plutôt une affaire personnelle. Pouvons-nous entrer? L'intérieur de la caravane ressemblait à un dépotoir. Je recevais rarement des visiteurs et, par conséquent, je nettoyais rarement. Même mes copines insistaient pour que nous nous réunissions invariablement chez elles. Faites comme chez vous. Laissez-moi juste enfiler un pantalon. Une fois dans la chambre, j'ai laissé la porte entr'ouverte pour témoigner de mon hospitalité. J'ai même enfilé une chemise. Voulez-vous du café? Il ne faudra qu'une dizaine de minutes. J'ai déplacé quelques objets du canapé, leur permettant de s'asseoir. Ils n'ont pas répondu à l'offre de café. Nous avons une fille adoptive de 4 ans et demi qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse, et nous espérons que vous pourrez nous aider. Sommes-nous censés fournir une compensation si cela s'avère nécessaire? Acheter ma moelle osseuse, peut-être? Non, notre intention est simplement de l'utiliser, et nous vous rembourserions pour tout inconvénient encouru. On dirait bien un achat, à moi, ai-je plaisanté, faisant le malin jusqu'à ce que je réalise, ces gens étaient sérieux. Ils faisaient face à une véritable difficulté et cherchaient de l'aide. Je m'excuse. Je n'avais pas l'intention de vous interrompre, ai-je offert. S'il vous plaît, continuez. Notre meilleure chance d'identifier un donneur compatible réside chez un parent proche. Vous représentez notre meilleur espoir. Écoutez, ai-je dit,
je ne veux pas paraître impertinent, mais je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Quand votre fille est-elle née? Elle aura 5 ans en juillet, a répondu Marcia Simons, parlant pour la première fois, sa voix empreinte de sincérité. Je regrette de vous apporter de mauvaises nouvelles, mais j'ai subi une vasectomie il y a 15 ans. Je ne peux pas être son père. Alors, pourquoi votre nom figure-t-il sur l'acte de naissance? Je suis incapable de répondre à cette question. Peut-être devriez-vous vous renseigner auprès de sa mère. Cette déclaration a été accueillie par le silence. J'avais de la sympathie pour eux, mais je n'avais aucune idée de comment leur offrir de l'aide. Et quel est le nom de la mère? Sarah Louise Terrell. J'en suis resté sans voix. Peut-être que je n'aurais pas dû consommer ces fichues pilules qu'elle m'avait fournies. Bien sûr, si je ne l'avais pas fait, ces gens n'auraient pas de fille du tout. J'avais cru que le deuil était loin derrière moi, mais le voilà qui ressurgissait. D'anciens souvenirs me sont revenus en mémoire. Ma femme avait une liaison avec ce satané politicien de Philadelphie. J'avais commencé à tout oublier, et maintenant c'était revenu. Bon sang, je comprends maintenant, et je m'excuse pour mon comportement grossier et insensible. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Tout d'abord, pourquoi Sarah est-elle incapable de donner elle-même la moelle osseuse? Médicalement, elle n'en est pas capable. Pourquoi pas? Elle est la mère. Elle devrait être parfaitement compatible. Oh, elle est compatible, mais elle est trop malade. Les médecins refusent même de la considérer comme donneuse. Malade de quoi? Elle est en train de mourir d'une insuffisance hépatique. Ils lui ont donné moins de 6 mois à vivre. C'est absurde. Elle a toujours été en parfaite santé. De plus, je ne crois pas qu'un foie compromis l'empêcherait de donner de la moelle osseuse. L'hôpital n'acceptera pas sa signature sur le formulaire de consentement. Insinuez-vous qu'elle n'est pas dans son état normal? Ils me regardèrent tous deux en silence. Ils connaissaient la réponse mais hésitaient à l'articuler. À ce moment précis, je ne souhaitais pas aggraver leur malaise. 10 petites minutes plus tôt, je n'aurais pas pu me soucier moins d'eux. Maintenant, je ressentais une compulsion à les protéger et à leur offrir de l'aide. Comment cette transformation s'était-elle produite? L'un de mes enfants pourrait-il vous être utile? Peut-être. Mais nous pensions que vous étiez notre meilleur espoir. Pourquoi n'essayez-vous pas de contacter le père? Le vrai père. Nous pensions que c'était vous. Nous n'avons aucune idée de qui d'autre cela pourrait être. Sarah n'a jamais mentionné d'autre père possible. Elle n'était vraiment pas en état d'expliquer quoi que ce soit. Marcia ajouta, la plupart des informations que nous possédons proviennent de l'agence d'adoption. J'ai besoin d'un café et d'un peu de répit. Excusez-moi un instant. Je laissais mes invités assis pendant que je préparais un café. Cela ne prit que quelques minutes. Pendant qu'il infusait, je satisfis un besoin matinal pressant. Je m'efforçais d'être discret, Marcia avait déjà été témoin de plus de moments embarrassants de ma part que quiconque ne devrait en supporter. Où résidez-vous? Westchester, Pennsylvanie. Je vais vous proposer un marché. Si je vous révèle l'identité du vrai père de votre fille, vous devez me promettre de le poursuivre sans relâche jusqu'à obtenir ce que vous désirez. Que voulez-vous dire? Le père de votre fille est un politicien de Pennsylvanie très connu. Bien sûr, il niera tout et produira probablement des documents juridiques pour entraver vos efforts. Si vous acceptez de faire suffisamment pression pour l'obliger à reconnaître l'enfant comme le sien, vous pouvez le couvrir de honte et l'obliger à autoriser la greffe de moelle osseuse. C'est ce que vous désirez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais comment accomplir cela? Je ne sais pas. Je suis mécanicien. Je gagne ma vie en travaillant le métal. Je crois que l'approche la plus efficace serait d'utiliser la télévision, la radio et les journaux. Les politiciens recourront à tous les moyens pour éviter la publicité négative. Avez-vous des amis qui pourraient vous aider? Eh bien, maintenant ils souriaient tous les deux. J'avais dû prononcer quelque chose qui avait fait naître un espoir en eux. Je crois que nous pouvons nous en occuper. Qui est-ce, pour l'amour de Dieu? Malcolm Eugene Fott. Il fait campagne pour le Sénat des États-Unis. Je parie qu'il ferait n'importe quoi pour éviter une publicité défavorable. Le café était prêt, mais David et Marcia étaient impatients de rentrer chez eux. Avant leur départ, je leur ai fourni les coordonnées de Gloria et Josh au cas où ils auraient besoin de les joindre. J'étais sûr que mes enfants leur offriraient de l'aide.
Je les ai également forcés à révéler l'emplacement de Sarah. Je serai probablement à Pensacola avant même qu'il ne soit de retour à Westchester. Je me suis fait couper les cheveux et j'ai acheté une nouvelle chemise. Sarah était une adultère qui avait brisé ma vie, mais je souhaitais toujours paraître présentable quand je la verrais. C'était une autre caravane, mais cette fois une belle double largeur neuve. Sa Volvo était garée devant, avec un pneu crevé et un pare-brise fissuré. La femme qui ouvrit la porte n'était pas Sarah. Elle avait l'air d'avoir été trempée dans l'eau et laissée à sécher. Elle avait au moins 45 ans, peut-être 50, et elle semblait avoir mené une vie difficile. L'absence de maquillage n'améliorait pas son apparence. Elle avait simplement l'air horrible. Je n'ai même pas eu l'occasion d'ouvrir la bouche avant qu'elle ne parle. Eh bien, je suis damné. Si ce n'est pas John Terrell. Je ne m'attendais certainement pas à te voir ici. J'ai dû recourir à une vieille formule. Tu me prends de court, chérie. Entrez, ma belle. Puis-je t'offrir une bière? Non merci. Je suis ici pour voir Sarah. Chérie traversa la pièce et s'arrêta près du buffet dans la salle à manger. La voilà, John. Regarde bien. Sa main désignait une urne en cuivre située au centre du buffet par ailleurs vide. Il semblait que j'étais arrivé trop tard. Je restais immobile. Je suis simplement resté là, à contempler le récipient devant moi. Puis-je avoir cette bière maintenant? Sarah avait déménagé à Pensacola après avoir cédé le bébé à l'adoption. Elle avait acheté la caravane avec l'argent qu'elle avait reçu de Bixley Enterprises après avoir été licenciée. Elle avait une participation aux bénéfices, un plan 401K, et des jours de vacances et de maladies non utilisés. Finalement, elle avait trouvé un emploi dans une usine de couture locale, travaillant au service des expéditions. C'est là qu'elle avait rencontré Sherry. Sherry louait une chambre à Sarah. Chaque centime que Sarah gagnait était consacré à la boisson. Elle avait commencé avec du vin et était progressivement passée à des liqueurs plus fortes, les moins chères qu'elle pouvait se procurer. Finalement, elle avait perdu son emploi à cause de son alcoolisme et avait été obligée de subsister grâce à ses économies. Elle n'était jamais sortie avec personne et n'allait nulle part. Sherry était restée avec elle, payant les factures et procurant de la nourriture, une nourriture que Sarah ne mangeait jamais. Il lui avait fallu plus de 3 ans pour se boire à mort. Étonnamment, elle avait rédigé un testament, et elle me léguait la caravane double et la Volvo. Sherry m'expliqua que Sarah avait été tellement bouleversée par ce qu'elle avait fait qu'elle s'était simplement résignée. Elle n'avait pas tenté d'empêcher la grossesse, ni même de l'interrompre. L'adoption avait été arrangée plusieurs mois avant la naissance du bébé. Elle n'était jamais retournée travailler, si ce n'est pour quelques petits boulots occasionnels. Elle n'allait pas bien, dit Sherry. Sarah semblait avoir perdu toute ambition et toute raison de vivre. Elle parlait de moi fréquemment, mais avait peur de tenter de me contacter. Gloria lui avait donné mon numéro, mais elle n'avait jamais appelé. C'était comme si cette unique nuit d'infidélité lui avait, en fin de compte, fait plus de mal qu'à moi. Je suis resté là 2 semaines, puis j'ai vendu la caravane à Sherry pour $1 et j'ai obtenu $1000 pour la Volvo. 2 jours plus tard, j'étais à Westchester, rendant visite à mes nouveaux amis, David et Marcia Malcolm. Eugène Fott avait d'abord résisté, mais David et Marcia avaient continué à faire pression jusqu'à ce qu'il cède. Il avait insisté pour un test d'acide désoxyribonucléique, qui avait confirmé qu'il était bien le père. Pour sauver la face, il avait été plus ou moins contraint d'accepter la greffe de moelle osseuse, et elle avait été réussie. La carrière politique et la vie de famille de Malcolm n'ont pas aussi bien résisté. Sa chute dans les sondages avait été si brutale que le parti l'avait remplacé par un autre candidat. Quelques mois seulement avant les élections, sa femme avait demandé le divorce et avait rendu toute l'affaire très publique. Maintenant, Sarah et moi sommes en route pour Dallas pour rendre visite à Gloria et à mes petits-enfants. Je ne sais pas combien de temps je garderai Sarah avec moi. Probablement jusqu'à ce que quelqu'un d'autre se présente. Ja, tak. Har hende, der er Cobra, også fødselsdag i dag? Det er faktisk et rigtig validt spørgsmål. Har du en god stream, Rokke? Har stillet skilte til dig. Hvis du har brændt alle mine items, ikke også, så er det lige hvor jeg legit serveren og joiner den ikke igen. Hvad fanden er nu det her? Dine ting er i kisten. Har beskyttet kisten fra mobs. Dine ting er i sikkerhed. Karl Hilsen Sejsip.
Okay. Hvordan får jeg mine ting ud herfra igen? Det er sgu god stil lige at beskytte det fra mobs også. Sæt, mand. Tak for det. Fedt at se andre danske Minecraft-streamer. Ja, vi havde en fantastisk hardcore Minecraft-stream. Tiden fløj afsted. Jeg kender det godt, Rokke. Jeg kender det virkelig godt. Jeg har jo også lige gennemført hardcore Minecraft på 1 HP, uden shield, uden armor. Der flyver tiden altså. Ja, nedefra er vel næsten det nemmeste her. Ja, vi har sgu gennemført, Rokke. Hvordan skal man sige det? Tålmodighed og god gamer. Ja, altså, jeg ved ikke. Verdens bedste. Og mange timer også. Ja. Det tog kun 126 forsøg, vil jeg gerne lige sige, så det er ikke så slemt. Altså, jeg ved ikke, hvor kisten er henne inde i det her. Tror jeg bare, han har bamboozlet mig, så er der ikke en kist. 126 forsøg, Rokke. Men det er ingenting i forhold til ham, der Icon. Jeg ved ikke, om du ser, at han også var i gang med den challenge. Han brugte 300 forsøg. Jeg tror måske, det er inde i Obsidian. Jamen altså, hvis det er det ikke. Og jeg skal bruge 20 minutter på at stå og fjerne Obsidian med hånden. Det mener du faktisk ikke, vel? Altså, jeg har ikke nogen pickaxe. Hvad skal jeg så gøre? Har han smeltet et eller andet her? Please, sætter jern i. Ja! Nej, hvor er det vigtigt! Nej, hvor er det vigtigt! Vi er safe! Så kan det tage 4 minutter at fjerne med hånden. Nå, okay. Han har siddet og ventet i 20 minutter for at se din reaktion. Det er en god stil lige at lade... Nej, har du... Det er faktisk... mand. Okay, vi bliver nødt til at fjerne Obsidian, så... Men i det mindste er det ikke lige så slemt, som det ville være med hånden. Det er fandme... Altså, respekt og tak for hjælpen, Sepp, men du er fandme en trold, du er. Har beskyttet kisten fra mobs. Det synes jeg er det sjoveste ved det. Glæder mig til at se skilt med nye kort inde i... Ej, hvis der ikke er noget i kisten, ikke? Hvis du gjorde det med hånden, så var det fandme rage bait. Ja. Jeg var vildt træt, fik lavet det fedeste lille farmhouse, jeg begyndte at prøve at detaljere meget mere og give mig tid til at bygge. Det er jo også sådan noget, jeg synes... Altså, det er jo lidt nederen ved de her challenges, fordi jeg synes, det er hyggeligt at bygge. Men jeg gør det bare aldrig rigtig, Rokke. Jeg skal nok lige tune ind en dag og se, hvad du får lavet. Du er så dejlig, Sepp. Tak for det, mate. Imagine, kisten havde været tom her, by the way. Imagine. Det er W-Sepp, det her. Okay. Oh my god, jeg fik et chok. Hvorfor sagde jeg... Hvad der sker? Hallo? Okay, jeg tror, jeg forstår, hvordan... Hvad der sker? Og der er en witch, der står og kaster ting på mig. Hvor er din elytra? Jeg har taget min elytra, den gnome. Sepp? Sepp? Har du set min elytra, Sepp? Okay, flere ting, eller hvad? Nå, har du flere? What? Okay, vent. Jeg skal også have alle de her ting, jo. Okay, af med det der, af med det der, det der, det der. Hvorfor har jeg så mange ting? Jeg havde da ikke så mange ting før, havde det. Sneen skal jeg også bruge. Det der skal jeg bruge. Drop den der. Drop det der. Men hvad? Hvorfor? Jeg forstår ikke det her. Cobblesticks. Gunpowderen skal jeg bruge. Det der skal jeg bruge. Dem der skal jeg bruge. Det skal jeg bruge. Dem der skal jeg ikke bruge. Det der kan vi bare lige gøre sådan der. Det der behøver jeg ikke. Dem der kan vi gøre sådan der med. Så kan vi tage det der i stedet for 18 sugarcanes.